Les étudiants qui se dirigent en M&A, toute leur vie, globalement, ils ont pris le truc le plus prestigieux qu'ils pouvaient avoir. À la fin de la classe préparatoire, ils ont vu le classement des écoles, ils ont pris globalement celle qui était la mieux classée. Ensuite, ils ont sûrement voulu prendre le cours le plus demandé, etc. Et là, on arrive sur la vie professionnelle et on se dit, je vais faire un classement des banques et puis je vais prendre la plus prestigieuse et puis point barre. La vie professionnelle, c'est pas exactement comme la vie étudiante. En mid-cap, certes, c'est pas les énormes noms que vous pourrez voir dans les journaux, mais ce sont des deals un peu plus à taille humaine. Ça permet de voir toutes les étapes d'un process. Ça permet de vraiment mettre la main à la pâte dans toutes les étapes. Notre travail, c'est super important de le faire extrêmement bien parce que en face, notre client, on voit le fondateur en call, donc on peut pas lui dire que on est à moitié dedans. Entre celui qui me dit, voilà, nos horaires c'est 21h et celui qui dit c'est pas avant minuit, ça dépend vraiment de la banque. L'égalité dans ce métier sera atteinte pas forcément quand on aura un beau pile 50-50, mais surtout quand toutes les filles qui voudront faire de la finance en font sans se poser la question de si en tant que femme elles devraient en faire. Si votre motivation est sincère pour cette banque, ça va vraiment se sentir plutôt qu'une réponse réchauffée, on va dire. Et ça vous permettra de ne pas être le énième robot en cravate qui se présente. Bonjour Hortense. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir ici au Village by CA, l'accélérateur de start-up du Crédit Agricole dans lequel nous sommes aussi incubés avec Training depuis plusieurs années. Hortense, tu es analyste M&A. Tu as commencé ta carrière chez Clearfield et tu viens de rejoindre depuis quelques jours la boutique DA Corporate Finance. Merci Hortense d'avoir accepté notre invitation pour partager ton expérience dans le Choose Your Career, le podcast lancé par Training You. La première question est toujours très générale. Peux-tu revenir sur ton parcours et nous dire ce qui t'a mené vers le M&A? Donc bonjour Guillaume, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je vais reprendre un petit peu mon parcours depuis le début. J'ai commencé par une classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève, plus connu sous le nom de Ginette. Et après ma classe préparatoire, j'ai intégré l'EM Lyon. Donc à la fin de la première année de l'EM Lyon, il faut faire un stage normalement à l'international et avec le Covid, ça s'est fait à Paris, chez Miracle en Sales Operations Analyst. À l'époque, je ne savais pas encore que je voulais faire de la finance et du M&A. Et ensuite, arrivé la deuxième année, donc on a des cours électifs. Et donc après avoir vu tout le panel de ce qu'on propose en école de commerce en première année, c'est là où ce qui m'a le plus attiré, c'était la finance, cet aspect chiffré. Et ensuite, au fur et à mesure des stages, ma décision s'est affinée pour aller vers du M&A. Donc, en césure, j'ai fait un stage en audit chez EY à Lyon. Et ensuite, j'ai fini mes études à l'EM Lyon. J'ai fait un double diplôme à l'université McGill au Canada. Et en revenant en France, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Clearfield. J'ai converti chez eux en CDI. J'y suis restée 1 an en tant qu'analyste, ensuite en CDI. Et je viens tout juste de rejoindre DA. Voilà. Beau parcours, très riche. Tu as fait plusieurs stages assez marquants dans ton parcours à l'EM, analyse financière, contrôle de gestion, audit, M&A. Si tu devais retenir le stage qui t'a le plus marqué et qui t'a fait dire « Ok, je veux faire de la finance et en finance, c'est le M&A qui m'intéresse pour débuter ma carrière », cela serait lequel ? Bon, alors évidemment, c'est vrai que le stage en M&A m'a permis de confirmer mon choix de carrière, mais je dirais que chaque stage a apporté des petites choses, notamment par exemple le stage en audit chez EY. Je l'avais choisi à Lyon pour 2 raisons très importantes qui ont permis du coup d'affiner mon choix de banque ensuite. À Lyon, en audit, on n'a pas de business unit, on est généraliste, on va voir tous les secteurs. Donc c'est pour ça que j'avais pas choisi Paris, où là on doit choisir un secteur. Et surtout à Lyon, disons que le panel d'entreprises auditées est très divers. Donc on va avoir des grands groupes, des ETI, des PME. Ça me permettait de voir toutes les tailles et ensuite d'affiner un peu pour mon stage de fin d'études dans quel type d'entreprise je voudrais aller ou quel type d'entreprise m'intéresse. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que moi ce qui m'intéressait c'était les ETI, les PME aussi, voilà, mais un peu moins les grands groupes. Donc ensuite, c'est pour ça que ça m'a permis de choisir une banque d'affaires généraliste et mid-cap. Voilà. Alors effectivement, venons-en au mid-cap en M&A. Le M&A, c'est très large. Oui. Et souvent, on distingue
le M&A selon la taille des opérations sur laquelle on intervient. On a le small cap, le mid cap et le large cap. Pourquoi tu as choisi le mid cap par rapport au large cap qui attire parfois plus d'étudiants? Oui, alors le mid-cap a quelque chose qui m'a beaucoup, plu dès le début, c'est que, souvent les interlocuteurs, en mid-cap, vont être des entrepreneurs, même, la majorité du temps. Ces entrepreneurs, ça peut être le fondateur de l'entreprise, d'avoir, face à nous, un entrepreneur qui a une belle success story, une entreprise qui a Mmh, grossi, qui a mmh, mmh. grandi, voilà. Ça peut être aussi une histoire familiale, avec, une entreprise qui se transmet de génération en génération. C'est aussi des entreprises qui sont parfois, soutenues par des fonds, donc ça permet d'avoir, un panel d'interlocuteurs, variés et en fait, ça rajoute une dimension, très humaine, au métier, dans le sens où quand c'est un sell side, ça veut dire que, là, l'entrepreneur, c'est vraiment super important pour lui. Il va refiler, son bébé, tout ce qu'il a créé à quelqu'un Mmh. et quand, c'est un buy side de la croissance externe, c'est, parfois aussi les premières croissances externes de l'entreprise et c'est des décisions, très importantes. Ils sont très exigeants sur leurs critères, ce qui est normal parce que contrairement à un gros groupe où parfois il y a énormément d'acquisitions et c'est une parmi tant d'autres, là c'est vraiment, un choix, parfois un premier choix et surtout un choix difficile à faire, donc d'où une exigence accrue. Et c'est donc ça rajoute de l'enjeu, je trouve, au deal qu'on fait en mid-cap. Hortense, je te propose de couvrir 3 principales thématiques dans ce Oui. podcast. La première sera effectivement le mid-cap, tu as commencé à en parler. Qu'est-ce que le mid-cap et surtout quelles sont ses différences par rapport à d'autres segments du M&A, en particulier le large cap. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera des femmes en finance parce que tu en es une, Voilà. mais il n'y en a pas encore tellement. Donc, on parlera de ton expérience de femme en finance et en M&A. Et la troisième partie sera consacrée à tes conseils pour les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, pour justement trouver un stage ou un CDI en finance et en particulier en M&A. Alors, je commence avec la première partie dédiée au mid-cap. Bon, soyons honnêtes, le large cap attire beaucoup de jeunes, avec des deals XXL, des gros noms qui se retrouvent parfois à la une de la presse économique et financière. Qu'est-ce qui se cache derrière, Hortense? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui est peut-être mieux en mid-cap par rapport à ces gros deals du large cap? Alors, la raison pour laquelle, aussi je suis allée en mid-cap, contrairement au large cap, c'est qu'en junior, ce qui est super, c'est qu'il y a une énorme exposition. Heu En mid-cap, certes, c'est pas les énormes noms que vous pourrez voir dans les journaux, mais ce sont des deals, un peu plus à taille humaine parfois et donc ça permet, de voir toutes les étapes, d'un process. Ça permet de vraiment, mettre la main à la pâte dans toutes les étapes, d'avoir aussi, d'être sur tous les calls, d'avoir, l'ensemble des informations, d'un deal et donc de pouvoir, voilà, le voir à 100% et de pas être juste une petite main sur une partie, Mmh. d'un énorme Mmh. dossier. Mmh. Et ça, ça permet, en tant que junior, quand on voit pas encore concrètement à quoi ça ressemble un deal, d'en faire en entier et aussi, je trouve que, ça permet d'accroître l'intérêt, pour ces dossiers parce que comme on les voit en entier, on a vraiment envie que ça fonctionne et c'est pas juste, on voit aussi, plus, les résultats de notre travail. Dans le sens où, on va voir vraiment, voilà, l'IM, c'est nous qui le rédigeons et on le voit en entier, de A à Z et ça, c'est des choses, qui motivent et qui donnent envie de continuer, dans ce secteur. En plus de donc ce que j'ai dit juste avant de l'aspect humain et donc, du fait que les enjeux, quand, un gros deal, on peut se dire: «Bon, bah, voilà, je suis pas trop motivée dans ce voilà, là-dedans, mais de toute façon, c'est un grand groupe, bon voilà. Là, si, notre travail, c'est super important de le faire extrêmement bien parce que en face, notre client, on voit le fondateur, en call, donc on peut pas lui dire que on est à moitié dedans. Totalement. Et j'insiste sur la dimension humaine dont tu as Mmh. déjà parlé tout à l'heure. En mid-cap, quel type de client tu accompagnes et en quoi ça change ton quotidien? Oui, alors voilà, les clients, un peu pour, brosser différents portraits de ce qu'on peut trouver comme client. Donc on va avoir, par exemple, une ETI, qui, finalement change un peu sa vision stratégique et qui veut se séparer de certaines filiales. Ça peut être une première option.
On peut avoir un fondateur pour qui il est grand temps de partir à la retraite. Donc il y a une passation à faire. Et donc, soit c'est trouver un acquéreur stratégique qui va avoir les mêmes valeurs, la même vision que le fondateur. Ça, c'est quelque chose de très important pour les entrepreneurs, d'avoir quelqu'un qui va reprendre leur boîte, certes, mais qui va la continuer dans un peu peut-être l'idée qu'ils avaient. Mais aussi, ça peut être un management qui se dit, moi, le fondateur part, mais moi, j'ai envie de reprendre cette entreprise. Ça fait longtemps que j'y travaille. Et donc, il faut s'adosser à un fonds, parfois. Donc, on a ce type d'interlocuteur. On a aussi des entreprises qui grossissent, c'est les premières croissances externes à faire et donc c'est une nouvelle étape pour l'entreprise. Donc on est là pour les accompagner sur quand même quelque chose de clé et vraiment de déterminant pour eux. Ça peut être vraiment très divers et c'est ce qui fait la beauté du mid-cap et le fait que ce sont des deals à chaque fois avec beaucoup d'enjeux pour les clients. Tu parlais de la proximité que tu as avec tes clients en mid-cap. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as parlé directement aux clients ou où tu as pris une responsabilité que tu n'aurais pas forcément eue en large cap? Oui, alors, je me souviens pas la première fois que j'ai parlé à un client toute seule, c'est évidemment arrivé ensuite, mais je me souviens, de mon premier pitch toute seule et donc ça, c'est arrivé, très tôt, pendant le stage. Donc on peut se dire que, peut-être d'autres stagiaires en large cap vont pas avoir leur pitch à faire tout seuls. Nous, c'était le cas, et donc ça a été, vraiment j'étais très contente de la confiance qu'on m'a accordée, mais ça a aussi été un beau challenge d'en faire un de A à Z et surtout, on m'a emmenée en pitch et ça, donc c'est quelque chose, ça montre encore une fois l'exposition qu'on a, dans cette partie du M&A, de voir, son travail, présenté, de voir qu'est-ce qui se passe ensuite dans la salle de réunion pour décrocher un mandat. C'est super intéressant et ensuite, évidemment, avec l'expérience qui arrive et la confiance qui est gagnée au sein de l'entreprise, ça m'arrive bien évidemment d'avoir des calls clients toute seule, que ça soit pour éclaircir certains points qu'on peut avoir sur, je sais pas, les états financiers, l'opérationnel, pour éclaircir des points dans l'IM. Ça peut être présenter, faire des calls hebdomadaires et présenter des nouvelles cibles aux clients buy side. Ça peut être plein de choses. Mais voilà, oui, donc on a une grande autonomie et voilà, ça nous arrive d'être très exposés, donc d'être seul face aux clients en tant qu'analyste. Donc plus d'exposition Voilà. et plus vite qu'en large cap, puisque tu mentionnais que déjà en tant que stagiaire, tu pouvais Exactement. être amené à être seul Oui. face aux clients. Alors évidemment, j'étais stagiaire, donc j'ai quand même été aidée par des analystes. Je ne l'ai pas fait de A à Z sans que ça soit relu, mais c'était mon pitch. Hortense, beaucoup de jeunes imaginent le M&A avec des Excel à rallonge et des nuits blanches. On va essayer de démystifier tout ça. Concrètement, ça ressemble à quoi un quotidien en M&A dans une banque d'affaires ou une boutique mid-cap? Alors, je dirais que peut-être la différence avec le large cap, c'est qu'en mid cap, il va y avoir beaucoup de sujets traités, vous allez avoir beaucoup de dossiers, en même temps. Peut-être qu'en large cap, vous allez avoir 1 ou 2 gros dossiers, qui vont vous prendre beaucoup de temps. Nous, en mid cap, c'est, avant tout, disons une agilité mentale qu'il faut avoir, de passer d'un dossier à l'autre rapidement parce que vous allez traiter 5 ou 6 dossiers dans la journée et donc bien se souvenir des noms de tous les interlocuteurs de chaque dossier. Pas se tromper. Voilà, exactement, ne pas se tromper de destinataire. Se souvenir aussi des chiffres d'affaires, etc., de chacune des cibles, de chaque dossier. Donc, c'est une dextérité à acquérir et c'est ça, en fait, qui fait que le rythme de travail dans la journée est très soutenu. Ensuite, pour ce qui est les horaires, qui est la question que tout le monde se pose, je dirais que le rythme va dépendre vraiment de la banque, du deal flow, donc aussi de la saison tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à essayer d'obtenir comme information quand vous passez des entretiens. On va en parler un peu Voilà, après des horaires. exactement. Des horaires. Mais des nuits blanches, ça m'est arrivé de finir tard. Ça m'arrive, évidemment, de finir tard de temps en temps. Mais j'ai jamais fait de très, très grosses nuits blanches, comme peut-être ça arrive en large cap. Voilà. Ça peut arriver. Voilà. Pas toujours, mais ça peut arriver. Alors, tu parlais de l'exposition tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous partager une mission qui t'a particulièrement
marqué, où tu as été fortement impliqué. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est plus proche du deal, plus proche de son client quand on est en mid-cap par rapport au large cap? Parce que c'est plus pédagogique, plus humain d'accompagner une PME ou une entreprise familiale qu'une grosse entreprise du CAC 40, par exemple. Oui, alors un deal, qui m'a marqué, c'était d'abord donc Clearfield, c'est international, donc c'était un deal cross-border qui m'a marqué avec, l'Amérique du Nord. Ce deal, pourquoi il m'a marqué? Parce que c'était, mon premier deal sur lequel je faisais l'IM. Ça a été aussi du coup, en fait, ça a été le premier deal que j'ai suivi de A à Z, donc forcément, il est marquant celui-là, où ensuite, j'ai suivi la data room et cetera, toutes les étapes du process. Évidemment qu'on est plus proche du client dans le sens où en fait, c'est des clients, qu'on accompagne, alors dans le cadre d'un mandat classique, 1 an parfois, voilà. Et donc forcément, comme on les voit très souvent, qu'on leur parle, de manière hebdomadaire ou pendant les grosses périodes de production de livrables, de manière quotidienne, forcément que ça crée du lien. Forcément qu'on est proche d'eux, voilà. Et c'est aussi quelque chose qui m'a plu chez DA et pourquoi je les ai rejoints, c'est que DA, alors j'ai pas trop présenté au début du podcast, mais leurs clients, c'est des clients long terme sur lesquels ils vont réfléchir à leur stratégie sur plusieurs années. Et donc ils vont accompagner leurs clients, voilà, sur un long temps. Et ce qui fait que la relation client est d'autant plus primordiale. La confiance qu'on instaure avec le client est super importante parce que comme ça nous permet ensuite de les accompagner au mieux. Et donc voilà, donc c'est pour répondre à ta question, oui, la relation client est très forte en mid-cap, voilà. Côté compétences, Hortense, qu'est-ce que tu as développé rapidement avec ton expérience en mid-cap et qu'est-ce que, selon toi, tu n'aurais pas forcément pu apprendre aussi vite en large cap? Je dirais que donc évidemment que la première compétence, c'est l'autonomie. En mid-cap, on est sur des plus petites équipes. Donc, il va pas y avoir une armada d'analystes avec vous et une armada de stagiaires pour faire les documents. Ce qui fait qu'on touche à plein de choses et aussi, c'est ce que j'aime bien dans cette autonomie et ce côté mid-cap, c'est que ça va pas être du pré-mâché, on va vous dire: «Fais comme ci et c'est comme ça et pose pas de questions, fais ça». Là, il faut, voilà, mettre son intellect à chaque fois, dans son travail, se dire: «Bon, bah, voilà, on a tel client, qu'est-ce qui va être le mieux pour lui? Quel est, l'angle le plus intéressant pour approcher, les questions?» Donc c'est super intéressant, d'avoir cette autonomie et aussi, une grande rigueur. Donc encore une fois, ça c'est relié au fait que les équipes sont plus petites. Il y a aussi, il y a des strates évidemment de hiérarchie, mais votre travail va pas être noyé dans une tonne de dans plein d'autres, productions. Donc il faut vraiment que votre travail soit impeccable, parce que, voilà, il va pas y avoir, une centaine de relectures avant le livrable. Voilà, c'est ce que je dirais. Hortense, on dit beaucoup de choses sur le M&A. Il y a quelques réalités, puis il y a parfois des légendes qui circulent sur ce métier et on va en aborder 3. La première, c'est l'ambiance de travail. Concrètement, comment ça se passe quand on est dans une boutique M&A en mid-cap? Alors, je dirais que l'ambiance de travail, donc évidemment que, c'est exigeant, parce que c'est un métier exigeant, voilà, ça c'est commun, je dirais à tout l'ensemble du métier. Les points communs en fait de tout l'ensemble du métier, c'est l'exigence, le rythme de travail qui est soutenu et le fait que c'est un métier avec des enjeux. Donc, voilà, il y a une certaine pression et cetera. On Faut pas trop être sensible au stress. On peut, mais c'est quelque chose à travailler. Mais surtout, je dirais que l'ambiance dans du M&A, dans la banque, c'est les personnes qui sont dans la banque qui la font, l'ambiance. Et c'est là où c'est très important, voilà, de rencontrer les équipes pendant vos process, de bien porter attention à qui sont vos interlocuteurs, quels sont les managers qui vous font passer les entretiens. Parce que demain, ça va être vos managers. Demain, les analystes aussi à qui vous parlez
sur LinkedIn, etc., ça va être vos collègues de travail. Et donc, si vous sentez que le feeling passe et que ça a l'air d'être des bons collègues de travail, dans ces cas-là, foncez. Et donc, je pense qu'il y a une attention toute particulière à aussi des deux côtés, à voir si le fit se fait bien, parce que ensuite, vous allez passer beaucoup d'heures au travail. Et donc, autant que ce soit avec des gens qui vous plaisent et avec qui vous avez envie de travailler. Alors justement, j'y viens, c'est le deuxième mythe que je voulais mettre en avant, c'est le rythme du travail qui serait particulièrement soutenu en M&A. Est-ce que tu confirmes ça? Et est-ce qu'il y a des différences entre les banques, en particulier entre les banques qui travaillent en large cap et les banques qui évoluent sur le segment mid cap? Alors, c'est sûr que le rythme de travail, il est, disons qu'il est plus important que, dans des métiers classiques, je dirais. Après, c'est pas le seul métier où il y a beaucoup de travail. Mais, je pense que les horaires dépendent vraiment, de la banque, et donc, du deal flow. C'est-à-dire qu'il y a, des périodes, où il y a beaucoup de deals, que ce soit, sur une année ou même sur une décennie. Et aussi, ça dépend, de la banque. Et donc c'est là où il faut se renseigner sur, voilà, souvent en entretien, ça m'est régulièrement arrivé qu'en fait, d'eux-mêmes, les personnes, qui sont là pour faire passer les entretiens, vous annoncent les horaires pour être sûr que vous tiendrez la route. Comme ça vous donne un peu une idée de à quoi ça va ressembler et T'avais voilà. annoncé quoi, toi, en entretien? Moi, on m'a annoncé, par exemple, voilà, notre rythme de croisière, c'est à peu près 23h30. Voilà, notre rythme de croisière, nous, c'est 21h. Voilà, nous, notre rythme de croisière, c'est pas avant minuit. Ça dépend vraiment, des banques. Oui, c'est important aussi de se connaître et de choisir sa banque en fonction aussi du rythme de travail qu'on veut avoir en étant, analyste. Exactement. Parce que comme tu l'as dit, c'est très variable selon le segment, mais aussi selon les banques. Exactement, parce que là, c'est des banques, n'ayant, pas postulé à du large cap. Là, c'est des exemples que je vous donne qui sont Mmh. du mid cap. Donc vous voyez qu'entre celui qui me dit: «Bah, voilà, nos horaires, c'est 21h» et celui qui dit: «C'est pas avant minuit», ça dépend vraiment de la banque. Voilà, donc à regarder pendant vos entretiens. Alors, 3e mythe que je veux aborder, c'est le salaire. En général, les salaires sont plutôt élevés, dans ce métier, mais parfois on dit qu'en mid cap, on gagne un peu moins bien qu'en large cap. C'était quoi ton salaire d'entrée et comment évolue, la rémunération avec le temps? Donc je pense qu'effectivement les salaires, en large cap, sont plus importants. Après je pense que sur le mid cap, ça dépend, de quel type de mid cap vous faites. Si c'est du upper mid comme on dit, la limite va être, assez fine, sûrement avec le large cap. Et si après vous êtes plus sur du mid cap qui frôle le small cap, voilà du SMID, là, les salaires évidemment vont avoir une différence par rapport au large cap. Sur, mon salaire d'entrée, oh bah, c'était dans les grilles, voilà, parisiennes actuelles. Vous pouvez demander, aux gens que vous appelez. La plupart, je pense, seront à même de vous donner un peu, les salaires qu'eux, ils ont dans leur banque et comme ça vous fera une idée. Voilà. J'ouvre la 2e thématique de ce podcast consacré aux femmes dans la finance. Bon, on va pas se mentir, Hortense, les femmes sont encore peu nombreuses en, finance. Toi, comment tu l'as vécu? As-tu, surmonté des obstacles, des stéréotypes depuis que tu as, commencé dans ce métier? Alors, ma réponse va peut-être être surprenante, mais je n'ai jamais, rencontré d'obstacles particuliers ou de stéréotypes particuliers et c'est peut-être, du coup important de le dire, que finalement non, c'est pas si difficile en tant que femme, d'être dans ce métier. Moi, comment je l'ai vécu, globalement, je me suis jamais, trop posé la question de, en fait, je me dis jamais au quotidien: «Oh, je suis une femme». Donc Hortense voulait faire du M&A, donc Hortense en a fait. C'est globalement comme ça que je l'ai vu. Évidemment, il peut y avoir, des obstacles et cetera et on y reviendra sûrement après. Mais en tout cas, j'incite toutes les jeunes filles qui veulent en faire à en faire, voilà. Alors, j'ai déjà une idée de ta réponse, à ma prochaine question par rapport à ce que tu as dit, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être la seule femme dans une salle de réunion et de te dire: «Bah, mince, je suis une fille dans ce monde d'hommes» et comment tu gères ces situations-là?
Donc oui, ça m'est arrivé même plusieurs fois. C'est pas rare. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque j'ai fait un pot de départ avec mes collègues de Clearfield, analystes et stagiaires, finalement, c'est là où en fait ça m'est revenu à l'idée. Sur la photo, il y avait moi et mes 10 collègues, Que tous des hommes. masculins. Voilà. Alors après, il y a notre autre stagiaire féminine qui est arrivée, donc elle est, mais ça fait quand même un quota, ça fait quand même voilà un ratio un peu disproportionné. Ça arrive parfois en réunion que je sois la seule femme et que quelqu'un fasse la remarque en mode « Oh tiens, Hortense, notre caution féminine aujourd'hui ». Mais ça me fait ni chaud ni froid, honnêtement. C'est un peu comme s'il y avait que des blonds dans la salle et qu'on me faisait remarquer que je suis brune. Mmh. Bon, c'est comme ça, mais on est là pour travailler, donc c'est pas un grand sujet, Mmh. voilà. Alors Hortense, tu as fait une école de commerce, tu as plusieurs stages en finance, tu as commencé en M&A. Si une femme venait te voir et te disait j'hésite à faire ce métier, j'hésite parce que justement c'est pas pour moi, c'est un monde d'hommes, je vais être un peu exclu dans ce monde-là qui est peut-être un peu machiste. Qu'est-ce que tu lui répondrais et comment tu pourrais la convaincre de venir en finance, de faire du M&A aussi? Je lui dirais de pas se poser la question, enfin, de se poser les bonnes questions sur quelle banque, est-ce que le M&A est fait pour moi, certes, mais pas de se poser la question sous l'angle, est-ce qu'en tant que femme, le M&A est fait pour moi? Je pense que l'égalité dans ce métier sera atteinte pas forcément quand on aura un beau pile 50-50, mais surtout quand toutes les filles qui voudront faire de la finance en font sans se poser la question de si en tant que femme, elles devraient en faire. Au même titre que les Mmh, garçons mmh, mmh. se disent pas « Oh tiens, je suis un homme, est-ce que je vais faire de la finance ?» Voilà, donc j'espère que voilà, les filles maintenant ne se poseront plus la question. Après, je pense qu'il y a quand même 2 questions parfois que les filles se posent qui sont la première, la peur peut-être d'avoir des commentaires sexistes au travail étant donné qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce milieu. Je dirais que c'est pas lié au métier, c'est lié aux individus. Donc en fait, dans n'importe quel métier, il y a toujours un risque d'avoir voilà un commentaire désagréable ou un individu qui a un comportement déplacé. Mais c'est pas du tout lié au métier. Donc comme c'est pas lié au métier, autant faire le métier qu'on aime. Et d'autant plus que ça m'est jamais arrivé en M&A d'avoir un commentaire déplacé ou un comportement déplacé. Voilà. Et la deuxième, je pense, question que les filles peuvent se poser, c'est de pas être légitime dans ce métier et d'être là pour les quotas. On peut se dire, bon, bah voilà, ils m'ont prise pour avoir une fille sur leur site internet. Mmh. Je pense qu'une banque intelligente va pas recruter quelqu'un si elle n'est pas compétente pour faire son métier. Donc, si vous avez passé les entretiens et si vous ont pris, c'est que vous êtes compétent pour faire ce qu'on va avoir besoin de faire en tant qu'analyste ou stagiaire. Donc, foncez. Voilà, vous êtes totalement légitime à être là. Est-ce que tu as eu des femmes inspirantes, des modèles ou des mentors qui t'ont incité à faire ces métiers ou pas du tout? Oui, bon alors déjà, mon tout premier modèle, c'est évidemment, ma maman. Ma maman qui, a donc, une très belle carrière, et qui m'a montré que c'était possible d'avoir une très belle carrière en étant épanouie et en ayant 3 enfants, de surcroît, des jumelles. Donc voilà, tout est possible. C'est possible d'avoir les 2, une vie professionnelle, épanouie et une vie de famille. Évidemment, en commençant le M&A, j'ai rencontré aussi des partenaires, féminins et puis, aussi, des rencontres. Alors je ne sais pas si, elle se reconnaîtra sûrement, mais une partenaire en PE avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de, ce que c'est être en finance et fonder une famille et qui m'a totalement rassurée sur le fait que c'était 100% faisable. Donc ça aussi, si les filles ont la question, c'est faisable et je pense que voilà, c'est plus il y aura de filles, plus le milieu s'adaptera naturellement au fait qu'il y a des femmes dans ce métier et voilà. Je passe à la troisième thématique de ce podcast consacré à tes conseils, Hortense, pour les jeunes qui nous écoutent et qui souhaitent intégrer la finance et travailler en M&A. Alors, beaucoup d'étudiants galèrent pour trouver un premier stage. Beaucoup de jeunes diplômés galèrent aussi pour trouver un CDI en finance ou en M&A quand on n'a pas forcément fait les bons stages avant pour y arriver. Si tu devais leur donner un seul conseil qui a marché pour toi, lequel serait-ce? Alors mon conseil, quand vous passez des entretiens, je dirais que c'est vraiment d'être authentique. Ça paraît d'être un peu un conseil Miss France, mais ce n'est pas le cas. Par 2 fois, j'ai eu, des offres, de CDI
dans lesquels, quand on m'a rappelé pour me dire que j'étais prise, c'était aussi pour me dire que ce qui leur avait plu, c'était ce trait de caractère, d'avoir été authentique, de pas avoir essayé de rendre les choses sous un aspect joli pendant l'entretien, d'avoir vraiment montré qui j'étais, en fait. Et donc ça, lorsque vous allez être en entretien, surtout sur la partie fit, si votre motivation est sincère pour cette banque, ça va vraiment se sentir plutôt qu'une réponse réchauffée, on va dire. Et surtout aussi parfois on va vous poser des questions sur la partie hobby. Alors n'essayez pas de donner des hobbies qui collent bien un petit peu au métier et que votre passion dans la vie c'est de lire la presse financière. Enfin, si c'est le cas, tant mieux. Mais aussi parler aussi vraiment de votre personnalité, etc. Et ça vous permettra de pas être le énième robot en cravate qui se présente. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. Alors, tu mentionnais le fit, il y a aussi une partie technique en entretien qui est assez exigeante. Quand tu passais des entretiens, comment tu as fait et quel serait ton conseil pour se démarquer par rapport aux autres candidats sur cette partie-là? Oui, alors sur la partie technique, c'est évident qu'il faut vraiment bien la préparer. Donc ça, c'est un peu comme les mathématiques. Il y a globalement une réponse qui est la bonne réponse et une réponse qui est pas la bonne. Donc c'est trop dommage de perdre des points sur ça en entretien, étant donné que c'est moins subjectif que la partie fit. Pour ça, pour se préparer, vous avez évidemment donc la Training You qui permet de couvrir tous les sujets et comme ça vous êtes sûr de pas avoir d'angle mort dans votre préparation. Je pense aussi ce qui est super important sur la partie technique, c'est de pas apprendre les réponses par cœur et de les bachoter, mais surtout de comprendre bien ce qui se passe, ne serait-ce que les formules ou j'en sais rien, mais de comprendre la logique derrière. Un peu comme ceux qui en maths ont appris bêtement la formule et ceux qui l'ont comprise et qui du coup la ressortent sans l'avoir apprise par cœur. Ce qui vous permettra en entretien, si vous n'avez pas la question classique, mais une question un peu dérivée, de savoir y répondre plutôt que d'avoir appris bêtement tout par cœur et de bégayer à ce moment-là. Voilà. Avant l'entretien, pour l'orientation, les candidatures, entre ceux qui hésitent entre le prestige, entre guillemets, des gros deals large cap et l'expérience tout-terrain du mid-cap, tu dirais quoi? Alors ça, c'est vrai que c'est un grand sujet, parce que les étudiants qui se dirigent en M&A, toute leur vie, globalement, ils ont pris le truc le plus prestigieux qu'ils pouvaient avoir. À la fin de la classe préparatoire, ils ont vu le classement des écoles, ils ont pris globalement celle qui était la mieux classée. Ensuite, ils ont sûrement voulu prendre le cours le plus demandé, etc. Et là, on arrive sur la vie professionnelle et on se dit, je vais faire un classement des banques et puis je vais prendre la plus prestigieuse et puis point barre. La vie professionnelle, c'est pas exactement comme la vie étudiante. Donc là, en fait, plutôt que de prendre la banque la plus prestigieuse sans se poser de questions, je vous recommande vraiment de prendre du recul et de faire un point un peu sur qu'est-ce que vous attendez vraiment de votre travail, quelles sont pour vous les valeurs importantes, les choses importantes pour vous dans votre travail et de se renseigner sur chacune des banques, leurs valeurs, leur ambiance, leurs horaires, leurs salaires, enfin plein de choses, toutes les composantes de chacune des banques, parce que ça va vous permettre de choisir la banque qui vous convient le mieux plutôt que la banque la plus prestigieuse. Et comme vous allez encore une fois faire beaucoup d'horaires dans cette banque, il vaut mieux prendre celle qui vous convient le mieux, où vous serez le plus épanoui, non seulement pour vous, mais aussi parce qu'en étant plus épanoui, vous allez être plus motivé dans votre travail et vous allez donner le meilleur de vous-même et donc on va être super content de vous et donc c'est un cercle vertueux en fait. Voilà, donc j'encourage vraiment les étudiants à se poser les questions, à bien voir chacune des banques ce qu'elles ont et ce qu'elles n'ont pas, chacune, et à choisir en conséquence. Et pour faire ça et se renseigner au mieux, c'est important de réseauter, de contacter des gens qui travaillent dans l'industrie. Comment tu as fait, toi, Hortense, pour construire, élargir ton réseau, même en tant qu'étudiante? Et quelle astuce tu donnerais aux jeunes qui nous regardent? Alors, mes petites astuces pour construire son réseau. Alors, d'abord, le réseau, ça va arriver avec le temps, ça se fait naturellement. Plus vous allez travailler dans ce milieu, plus vous allez rencontrer du monde. Logiquement, c'est normal au début de connaître personne. Moi non plus, je connaissais personne au début. Mais mes petites astuces, c'est que, par exemple, d'abord sur LinkedIn, quand vous contactez quelqu'un, privilégiez les personnes avec qui vous avez quelque chose en commun. Que ça soit la classe préparatoire, l'école, une association, qui a fait le même stage que vous avant, etc. C'est vrai que une fois qu'on est dans le milieu, même si je suis canaliste, je reçois beaucoup de demandes sur LinkedIn d'étudiants, vraiment beaucoup, beaucoup, et malheureusement, je ne peux pas répondre à toutes. Et donc,
eh bien, on privilégie naturellement ceux de son ancienne école, etc., parce qu'elle l'affecte. Voilà, donc ça, c'est mon premier conseil. Mon second conseil, ça serait de donner des nouvelles quand vous rencontrez des gens. C'est-à-dire qu'en entretien, vous allez rencontrer plein de monde déjà. Et parfois, voilà, vous n'allez pas être pris quelque part ou parfois vous allez refuser l'offre, etc. Mais ne pas hésiter à donner des nouvelles de temps en temps de voilà, qu'est-ce que finalement vous avez choisi, où est-ce que vous avez choisi d'évoluer et de garder en contact parce qu'on ne sait jamais. Et puis, mon dernier conseil, ça serait quand il y a des soirées d'entreprise, etc. Si vous êtes en stage et qu'il y a une soirée d'entreprise, n'hésitez pas à aller parler aux personnes qui ne sont pas vos copains de stage ou vos copains analystes. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés avec Guillaume. Ouais. Donc, preuve que c'est un conseil qui marche. Bah, je suis d'accord et aligné avec tout ce que tu viens de dire. Hortense, on arrive à la fin de ce podcast déjà, mais il y a encore une partie traditionnelle qui est le quiz du Choose Your Career. Alors, je rappelle les règles de ce quiz. Je vais poser des questions courtes et tu devras répondre de manière courte aussi. Ok. Ce qui t'attire le plus encore aujourd'hui dans ton métier? Alors, ce qui m'attire le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est surtout l'équipe que j'ai rejoint, voilà, qui est intelligente, exigeante et bienveillante. Et ça, c'est vraiment 3 caractéristiques super importantes pour moi. La question que tu aimes poser en entretien? Une question sur la personnalité et les hobbies du candidat, ça montre vraiment qui il est et ce qui le passionne. La réponse que tu n'aimes pas entendre en entretien? Une réponse qui sonne un peu faux, qui est une réponse automatique, réchauffée et qui, du coup, est un peu là pour failloter. La plus grande qualité pour être un bon analyste en M&A? Être rigoureux. Si tu ne faisais pas du M&A, tu ferais quoi? Je pense que je fonderai mon entreprise et que ça arrivera peut-être un jour dans longtemps. Le cliché le plus marrant que tu entends sur le M&A? Qu'on n'a pas de temps pour soi et le dicton qui dit que quand on n'a pas de temps, on en trouve, c'est vrai et on a du temps et on arrive à s'en dégager pour faire plein d'autres choses. L'anecdote que tu n'as pas souvent partagée et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Anecdote très importante, on a parlé beaucoup de mes succès, voilà, de mon parcours. Il y a aussi des échecs, évidemment, des entretiens qu'on loupe, qu'on rate et c'est normal. Donc voilà, c'est une anecdote sur laquelle je voudrais mettre la lumière, que ça arrive, que ça permet de voir là où on n'est pas prêt et de pouvoir être encore mieux préparé pour ces prochains entretiens. Si tu pouvais souffler à l'oreille de l'étudiante Hortense qui était à l'EM Lyon il y a quelques années, pour lui donner un conseil sur le début de sa carrière, cela serait lequel? De prendre confiance. Moi, le M&A, je m'en faisais toute une montagne en me disant que ça allait être inaccessible, que ça allait être super dur. Et finalement, en allant étape par étape, stage par stage, ça vient tout seul. Voilà. Merci beaucoup Hortense. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Choose Your Career. Pour retrouver les précédents épisodes du Choose Your Career et de notre autre podcast Career Insight, rendez-vous sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité et à vous abonner évidemment à la plateforme TrainingView si vous cherchez un stage ou un CDI pour booster votre préparation.